Alors, aujourd'hui, on va décortiquer une question qui nous touche tous au quotidien, au cœur de notre vie numérique. Mais à qui appartiennent vraiment nos données personnelles? À première vue, la question paraît simple. Non, on se dit bah oui, évidemment qu'elles devraient nous appartenir. Sauf que, on va le voir, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Et justement, pour répondre à cette inquiétude grandissante sur la vie privée, le think tank Génération Libre arrive avec une idée assez radicale. Et si on devenait tout simplement propriétaire, au sens légal du terme, de nos propres données? Sur le papier, c'est une idée plutôt séduisante, surtout si on a une sensibilité un peu libertarienne. C'est simple, on applique un concept bien connu, le droit de propriété, pour essayer de garantir notre liberté dans le monde numérique. Mais attention, avant de sauter sur les solutions, il faut faire un petit pas en arrière. Il faut se demander, c'est qui, au juste, la menace? Et c'est là que les choses se corsent, parce que tout le monde n'est pas du tout d'accord. Et voilà, on est en plein dans le nœud du problème. D'un côté, on a Génération Libre qui pointe du doigt les GAFAM, les géants de la tech. Pour eux, la menace, c'est eux. Et de l'autre, on a l'auteur de cette critique qui dit « Non, on se trompe de cible. Le vrai danger, le danger ultime, c'est l'État. Ça l'a toujours été et ça le sera toujours. » Alors, forcément, cette vision du problème débouche sur une première proposition de solution qu'on pourrait appeler le contrat forcé. L'idée, c'est un modèle dit contractualiste. En gros, ça s'appuierait sur une intervention de l'État, un peu dans la continuité de ce qui existe déjà avec le RGPD, le fameux règlement européen sur la protection des données. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce n'est pas du tout une solution de marché. On n'est pas dans le libre choix. C'est une obligation, une contrainte imposée par le gouvernement pour forcer les entreprises à revoir complètement leur modèle économique. Et là, évidemment, pour l'auteur de la critique, ça coince. C'est même ce qu'il appelle du faux libéralisme. Pourquoi? Parce que s'appuyer sur l'État et sa force de contrainte pour imposer quelque chose, c'est tout le contraire de l'esprit libertarien. Bon, passons à la deuxième solution proposée. Elle est encore plus ambitieuse et il faut l'avouer, à première vue, elle a l'air beaucoup plus alignée avec une logique de marché libre. C'est le modèle propriétariste. L'idée, ce serait de développer une technologie qui mettrait l'internaute aux commandes, en contrôle total. Il deviendrait en quelque sorte un entrepreneur de ses propres données. Ça a l'air génial, non? Imaginez, une sorte de coffre-fort numérique, une forteresse personnelle où chaque utilisateur est le seul maître à bord. Il pourrait même monétiser l'accès à ces informations. L'idée est forte. Oui, mais, car il y a un « mais ». Selon l'auteur de la critique, cette solution qui semble si parfaite, si élégante, cache en réalité un défaut fondamental. Et pour le démontrer, l'auteur pose une question toute simple mais redoutable. Si cette idée de portefeuille de données est si géniale et a autant de valeur, comment ça se fait qu'aucune start-up ne s'est déjà jetée dessus pour devenir milliardaire? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on touche au cœur de l'argument technique de l'auteur. Pour lui, toute cette proposition repose sur une incompréhension totale de ce que sont les données et surtout de ce qui fait leur valeur. En fait, il faut faire une distinction hyper importante. Il y a d'un côté les données statiques, le nom, l'email, ce qu'on tape soi-même. Franchement, ça n'a pas beaucoup de valeur. Et de l'autre, il y a les données dynamiques. Et là, c'est le trésor. Ce sont les données complexes que les applications génèrent sur nos comportements. Le point crucial, il est là. Ce qui intéresse une entreprise comme Google, ce n'est pas de savoir comment on s'appelle. Non, c'est l'immense volume de données comportementales que ses propres algorithmes créent. Et ça, c'est leur secret de fabrication, leur actif le plus précieux. Pourquoi diable irait-il le copier gentiment dans un portefeuille externe? Du coup, l'auteur en conclut que ce fameux portefeuille ne servirait au final qu'à stocker la toute petite partie des données généralistes, celles qui, justement, n'intéressent personne, ni les géants du web, ni l'État. L'idée d'un outil d'émancipation s'écroule un peu là. Alors, on en arrive à la conclusion. Cette idée de propriété des données qui semblait si prometteuse au départ, est-ce que ce ne serait pas finalement une fausse bonne idée? Pour l'auteur, le contrôle, on l'a déjà. Il s'exerce par la concurrence, par le choix qu'on fait tous les jours d'utiliser tel service plutôt que tel autre. On fait constamment cet arbitrage entre liberté et sécurité. Et il le répète, la vraie menace, ce n'est pas l'entreprise qui fournit le service, c'est l'État qui, lui, a le pouvoir de réquisitionner ces données et de contraindre. Et l'auteur termine sur une note assez cynique, il faut le dire. Il se demande si le but réel de tout ce rapport n'est pas tant de libérer les internautes que de convaincre les pouvoirs publics de financer une petite start-up made in Génération Libre. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour finir. Quand on cherche à mettre en place des systèmes pour contrôler les données, est-ce qu'on ne risque pas, au final, de donner encore plus de contrôle,
mais pas forcément à la bonne personne.